Allez, Wow, comment ça? j'attends ton introduction, hein. Ah, ok, c'est bon. Donc, je commence. Mhm. Bon. Comme à chaque approche des examens, CENOM renouvelle son engagement en accompagnant les élèves de terminale et de troisième pour mieux aborder les épreuves. Cette séance s'inscrit dans cette dynamique de soutien et de préparation active. Je suis donc ravi de vous accueillir à cette séance de synthèse en anglais, pensée pour vous aider à mieux comprendre les consignes d'examen et à renforcer vos compétences en rédaction. Je remercie chaleureusement CENOM, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, pour l'organisation de cet atelier, ainsi que sa présidente, Madame Maïmouna Diakhaté, pour son engagement constant. Un grand merci également à notre partenaire MINAPRO, dirigé par Madame Aminata Diagne, qui a mis à notre disposition les moyens logistiques nécessaires à la tenue de cette activité. Nous remercions également tous les membres de CENOM, plus particulièrement les formateurs de CENOM, qui sont derrière cette activité. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir avec nous un membre de CENOM, un professeur d'anglais, un formateur au CRFPE de Louga, dénommé Mr. Mansour Sy Diagne. Il partagera avec nous son expérience et des conseils concrets pour réussir des épreuves écrites d'anglais. Merci à vous tous d'être présents. Installez-vous et on commence. Welcome to you, Mr. Mansour Diagne. Thank you, Mr. Kale. In fact, it is Njai, not Jang. It seems that in your reading it's Jan. No, it's Njai. Though my mom's last name is Jan. Okay, this is I wanted to. Voilà, merci Khalidou, merci Madame la Présidente Maï. Donc à travers elle, tous les membres de CENEM qui nous donnent l'opportunité aujourd'hui vraiment de faire cette présentation à l'endroit de nos chers candidats et candidates au bac. Je pense qu'une fois n'est pas coutume, l'année passée, j'étais ici avec le docteur Mamadou Diaye, qui est prof d'anglais vacataire à l'université Cheikh Anta Diop, mais aussi prof d'anglais au lycée de Ndande. Et ensemble, on avait fait une présentation sur l'oral d'anglais. Et nous invitons vraiment aux participants, aux candidats intéressés, pour ceux qui ont choisi l'anglais comme LV1 en L', de revoir, les liens sont là. Je crois que CENEM avait enregistré en son temps. Donc, les liens vous seront partagés et vous aurez accès à ces vidéos qui parlent de comment préparer l'anglais, l'oral d'anglais au bac, et pourquoi pas au BFM. Sans plus tarder, donc, je salue aussi les participants, voilà, pour cette présentation. Khalidou, est-ce que vous pouvez partager votre écran pour la présentation? Est-ce que vous pouvez? Ok, Ou vous bien, voulez que je sinon, partage la présentation, hein? ouais, ou bien je peux faire. Ça dépend de vous, hein. Oui, allez-y, allez-y, partagez votre présentation. Maintenant, néanmoins, je l'ai Oui. en point ici. Ok, Ok. ça doit être là. Ok, donc la présentation d'aujourd'hui, ça s'intitule Les consignes de la compréhension et de la rédaction, n'est-ce pas? Euh, voilà. Donc, nous allons d'abord parler du tableau des pondérations. Il est bon, avant d'aller dans les consignes, parce qu'aujourd'hui, la présentation, c'est surtout les consignes. Par expérience, nous avons noté que souvent les élèves peinent, pas parce qu'ils n'ont pas peut-être compris le texte qui leur est donné, mais parce qu'ils n'ont pas compris les consignes. Donc, les consignes sont très importantes, hein, avant de la compréhension de ces consignes.
De cette compréhension dépendra vraiment de la note finale que les élèves vont avoir en fin de compte. Donc, le tableau des pondérations, depuis la rénovation du BFM, n'est-ce pas? On a vu qu'il y a un certain changement. Ça a été arrimé même au niveau du bac, si vous avez bien constaté. Depuis quelque temps, la compréhension donc, est notée sur 8. 8 sur 8. Nous, au Sénégal, le système de notation, c'est 20 sur 20. Donc, ailleurs, ça peut être autre chose. Mais au Sénégal, c'est 20 sur 20. Maintenant, pour l'anglais, l'épreuve spécifique d'anglais au BFM ou bien au bac, donc on a la première partie qui est le Reading Comprehension, notée sur 8, donc à savoir 40% de la notation. Ensuite vient le Linguistic and Communicative Competence, donc c'est la partie grammaticale, la partie grammaire communicative qui est notée sur 6, à savoir 30% de la notation totale. Et enfin, le writing, la rédaction négligée par beaucoup d'élèves. Vous voyez, des élèves qui se consacrent, qui font beaucoup d'efforts au niveau de la première partie, la reading comprehension, qui font beaucoup d'efforts au niveau de linguistique comprehension, mais qui escamotent le writing. Et pourtant, le writing n'est pas négligeable. Les élèves qui dépassent les 15 sur 20 et autres, ce sont ces élèves-là qui ont bien abordé la troisième partie, le writing. Donc, il faudra bien savoir comment cette partie-là doit être abordée. Donc, ça, c'est le tableau des pondérations. Ensuite, on va parler de la durée de l'épreuve d'anglais au bac. Donc, tout dépend du tour et de la série. Si c'est le premier tour, tous les élèves qui font LV1 anglais ou bien LV2, qui l'ont choisi LV2, donc, ils ont 3 heures de temps au premier tour. Donc, pour les séries L'1 et L2, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ont choisi l'anglais comme LV tout simplement, c'est-à-dire la série S, ils n'ont pas de LV2. Donc, s'ils composent en LV2, c'est parce que peut-être ils l'ont fait dans les matières facultatives avant le bac, n'est-ce pas? Mais lors du bac proprement dit, donc c'est l'anglais qui est la seule LV et il la compose sur 2 heures de temps. Et si ma mémoire est bonne, c'est la dernière épreuve pour les S. Ça, donc, cette précision devrait être apportée. Pour le deuxième tour maintenant, LV1 comme LV2, c'est 2 heures, même si sur les enveloppes des copies, on met 1h30. OK. Maintenant, rapidement, pour les consignes, on commence par la compréhension. Et je me suis inspiré des épreuves passées, et plus particulièrement de l'épreuve de LV1 de l'année passée, qui parlait du jeu de hasard, le pari sportif surtout. Vous le connaissez, appelé communément Narbi, hein? Donc, le titre du texte, c'était Gambling. Gambling, c'est les jeux de hasard, moyennant que l'on gagne de l'argent. Bon, voilà. Maintenant, l'information transfer, c'est une activité qui revient constamment. Malheureusement, c'est l'un des exercices auxquels les élèves pêchent. Donc, il faut savoir lire le tableau. Ça se présente sous forme de tableau. Il faut savoir lire le tableau. Par exemple, je vous ai donné cet exemple-là tiré de l'épreuve de l'année passée, de LV1. Dans ce tableau, vous avez 3 colonnes. À gauche, vous avez gambling, c'est le titre. Donc, il s'agit de gambling. En général, on ne met pas de phrase, on met seulement des mots tape-l'œil, hein? Et two types, two causes. Les colonnes suivantes, two causes, two types. Cela veut dire que l'élève doit aller dans le texte et trouver 2 types de jeux de hasard. Donc, si ma mémoire est bonne, le texte parlait de offline et online. Les jeux qu'on fait en ligne et les jeux qu'on fait offline. Offline, c'est-à-dire, vous allez directement au niveau des structures, l'ONAS et autres, des cantines pour acheter des tickets et autres. Hein? Ça, c'est un exemple de offline. Et maintenant, dans l'autre colonne, on demande à l'élève d'aller répertorier, toujours dans le texte, de tirer 2 causes, hein, qui font que les gens qui s'adonnent à ça le font. Donc voilà cette activité. Et je me propose aujourd'hui de vous donner 6 exercices, 6 activités. En général, au bac, vous n'avez pas 6 activités de compréhension. Mais c'est les activités les plus récurrentes que je me propose de vous donner. C'est sûr que l'une de ces activités, ou bien 3 ou 4 de ces activités apparaîtront.
Donc, à charge pour vous de vous y préparer. Je sais que vos professeurs, durant l'année scolaire, donc, vous ont préparé à ça. Parce qu'il s'agit, certes, d'apprendre l'anglais, la méthode communicative, d'être capable d'interagir avec son vis-à-vis, avec les gens, mais aussi de se préparer à réussir aux examens nationaux. Et cet exercice souvent est noté sur 2. Je ne peux pas dire que c'est 2 tout le temps, mais en général, c'est sur 2 points. Tout à l'heure, j'avais dit que la compréhension, globalement, c'est 8 points. Donc, l'exercice de information transfer, souvent, c'est noté sur 2. Donc, j'espère que les gens ont compris. Peut-être à la fin, si vous n'avez pas compris, il y a des questions. Donc, j'essaierai d'apporter des réponses. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le close test. De quoi s'agit-il? J'aurais bien aimé, moi, j'aime interagir, hein. Je n'aime pas toujours prendre la parole. Peut-être si les gens peuvent réagir, si c'est surtout des élèves, je sais qu'il y a des collègues qui nous suivent. Je vois Dr. Dien qui est à côté. Oui. Donc, aux élèves éventuellement qui nous suivent, est-ce qu'ils savent ce que c'est close test? Le terme, on peut le mettre sur l'épreuve, mais on ne peut pas ne pas le mettre. Et toujours est-il qu'on mettra la consigne. Close test, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait, it's a summary of a reading passage. Excusez-moi, donc comme c'est l'anglais, on fait des synthèses en anglais, on va faire un peu allier anglais et français. Insister sur le français pour que les gens comprennent davantage. It's a summary of a reading passage. Okay, present it in a format of a short paragraph. Sorry for this lapse. There is an I in the text. Having missing words to fill in. Donc, c'est quoi en fait? C'est le résumé d'un texte. Le grand texte qu'on vous donne là, le reading comprehension, c'est un grand texte qu'on vous donne. 25, 30 lignes, ça dépend. Et maintenant, le close test, de quoi s'agit-il? C'est un paragraphe qui, en fait, constitue le résumé du grand texte. Et les gens font exprès de laisser des trous. Et à charge au candidat maintenant de les trouver, ces mots. Et le plus souvent, ces mots, les mots qu'ils doivent utiliser pour compléter le texte, sont dans le texte. Mais parfois, on peut leur dire d'aller trouver leur équivalent. Donc, si avec les bons élèves peuvent trouver les mots dans le texte ou bien peuvent, à partir de leur culture générale, de leur connaissance, donc trouver les mots qui manquent. So typically, the candidate has to find the missing word in the indicated paragraph of the text. Ça, c'est le close test. Donc, pour me résumer, c'est une activité consistant à compléter un paragraphe dans lequel il y a des trous. Et c'est des mots qu'il faut trouver dans le texte. Soit dans le texte ou bien les mots que le candidat est censé savoir. Bien, n'est-ce pas? L'autre activité, c'est true or false. Je crois que depuis la 6e, c'est l'activité ou bien l'exercice que les élèves connaissent le plus. True or false statements and justification. Donc, c'est un exercice, mais qui a deux niveaux de difficulté. Le premier niveau de difficulté, c'est de déterminer si la phrase qu'on vous a donnée, n'est-ce pas, en vous référant au texte, si la phrase, la déclaration est true, est vraie. Si c'est vrai, vous mettez true. Si c'est faux, vous mettez faux. Et ensuite, il s'agit de justifier. Le plus souvent, on vous demande de ne pas justifier en utilisant vos propres mots, mais d'aller citer des passages du texte qui corroborent vraiment votre position, si c'est vrai ou bien si c'est faux. So the candidate has first to state if the given sentence is true, then bring a quote of the text as a justification. C'est ce qu'on vient de dire, n'est-ce pas? Parfois maintenant, les élèves vraiment ne respectent pas la consigne. Franchement, ne respectent pas la consigne. Je vais vous donner des exemples. Hein? Il y a quelques consignes qui sont données, si vous vous rappelez bien. Voilà une première, circle. Par exemple, on vous dit circle true or false. Là, systématiquement, il faut encercler. Normalement, si vous mettez une croix alors qu'on vous a demandé encercler, vous faussez. En tout cas, si c'est la notation américaine, vous faussez parce que vous n'avez pas respecté la consigne. La consigne, c'est circle. Si l'élève souligne ou bien fait une autre, en tout cas autre chose que d'encercler, franchement, il n'a pas trouvé. Mais les professeurs sont they are very lenient. Donc, peuvent être très, très tolérants par rapport à ça. Mais on leur recommande de respecter les consignes parce que si vous faites un test comme le TOEFL, si on vous dit circle, c'est circle, hein?
Vous faites autre chose, on vous demande encercler la bonne réponse, vous soulignez la bonne réponse. Même si c'est la bonne réponse, vous avez faussé. Donc, je voudrais vraiment attirer l'attention des élèves sur ça. Bien sûr, on me dit underline the right answer. Dans un exercice comme les MCQs, c'est-à-dire les QCM, questions à choix multiples, le plus souvent, on a ces termes-là. Circle the right answer or underline the right words or the right answer. Si on dit underline the right words, là, on vous demande tout simplement de souligner la bonne réponse. Vous regardez toutes les options, vous les analysez, et maintenant, si vous avez pris votre décision que tel, le A ou bien B ou C est la bonne réponse, il faudra souligner, si c'est underline, bien sûr. La troisième consigne, c'est cross. Et on dit cross the right answer, c'est on demande de mettre tout simplement une croix à côté de la bonne réponse. Et le dernier point, c'est tick out. Ça, vous mettez une sorte de V, hein, un signe en sorte de, qui ressemble beaucoup à la lettre V. Donc, je jugeais nécessaire d'amener d'apporter ces clarifications, ces précisions par rapport toujours aux consignes. Parce que la présentation d'aujourd'hui, c'est surtout les consignes. Il y a un autre exercice, normalement, qui devrait être le plus facile. C'est un cadeau, mais la majeure partie des élèves ne trouvent pas. L'exercice est libellé ainsi. What or who do the underlined words refer to? Or what or who do the underlined words in the text refer to? Qu'est-ce qu'on leur demande? C'est en général des mots du texte. Et ces mots, quelles sont leurs fonctions? C'est des pronoms personnels, sujets ou compléments, ou bien c'est des adjectifs possessifs. C'est des pronoms possessifs, c'est des adverbes de lieu, c'est des adverbes de temps qu'on souligne ou bien qu'on met en gras et on demande aux élèves à qui ou à quoi ces termes-là renvoient, tout simplement. Mais fréquemment, voilà, vous voyez des élèves qui disent, par exemple, he refers to what, hein, they refers to who. Ces gens-là n'ont pas compris la consigne, ou bien, je ne sais pas moi, je ne vais pas porter le chapeau au professeur, je sais que c'est un exercice qu'on fait depuis le collège. Donc, il est un peu aberrant, paradoxal, que jusqu'en terminale, qu'on trouve beaucoup d'élèves qui font ça. Then, students are asked to state who or what they refer to. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, l'autre activité, l'autre exercice, c'est sentence completion, qui est un peu difficile. Voilà, sur la base d'un texte qui vous est donné, on vous donne un début de texte. Et à vous, à charge au candidat de compléter ce texte en utilisant le plus souvent ses propres mots. An incomplete sentence is given to the candidate for them to complete based on their comprehension of the text. For the purpose, you should avoid copying the text. Et là, vraiment, si vous voulez gagner le point, il vous est fortement conseillé de ne pas copier le texte, d'utiliser vos propres mots, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est une autre activité. Et enfin, de plus en plus, depuis quelques années, on voit une activité consistant à trouver dans le texte un passage qui dit la même chose qu'une expression française. Je vous donne ça à titre d'exemple, tiré de l'épreuve de LV1 de l'année passée, qui parlait de gambling, c'est-à-dire les jeux de hasard. La phrase qui vous est donnée, qui est en français, est à gauche du tableau. Statement. Un gain à la loterie équivaut au salaire mensuel d'un travailleur sénégalais modeste. Dans le texte, il y avait un passage qui disait ça. Donc, l'élève doit aller dans le texte et essayer de trouver. Ça aussi, le danger, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont prisonniers de ce qu'on appelle les traductions mot à mot. Si un élève a tendance à penser comme ça, mot à mot, il ne va pas trouver. Parce qu'il y a certaines expressions telles qu'on les formule en français, c'est différent en anglais, n'est-ce pas? Je crois que c'était ça la première partie, pour être un peu succinct. Après, on reviendra sur des questions éventuelles. Donc, rapidement, on va faire la présentation. Donc, c'est ça qu'on avait amené pour la première partie, c'est-à-dire les consignes. Euh, pour l'activité, la première partie de l'épreuve d'anglais au premier tour, que ce soit LV1, LV2 ou bien en S. Donc, voilà souvent les activités qui sont présentées aux élèves. Voilà. Donc, rapidement, la consigne maintenant, les consignes pour la rédaction. Et au bac,
Au moins 2 épreuves, 2 sujets de rédaction sont donnés. Parfois c'est 2, parfois c'est 3. Mais c'est sûr que l'élève a la possibilité, donc on lui fait un choix. Ça aurait été un seul sujet, donc beaucoup d'élèves ne seraient pas à l'aise. Maintenant, pour leur permettre vraiment pour en tout cas, une distribution équitable de l'épreuve, donc l'élève bénéficie de choix. Malheureusement, beaucoup d'élèves ne précisent pas les choix qu'ils ont faits. Ils viennent, ils commencent l'essai. Ils commencent à rédiger leur essai. Et ce qui est dommage parce que les professeurs peuvent retrancher des points par rapport à ça. Avant que le professeur ne vous corrige, il doit savoir sur quoi vous êtes en train d'argumenter. Est-ce que vous avez choisi euh, un discours? Est-ce que vous avez choisi le sujet qui vous parle, dans lequel vous devez argumenter? Est-ce que vous avez choisi un mail, etc. Donc, il faut le préciser d'abord. Donc, dialogues, hein, et toujours, si c'est un dialogue, un contexte est donné. On vous donne le contexte d'abord. Il y a 2 choses, le contexte et la consigne. Par exemple, ici, ça a été tiré de l'épreuve de L20 de l'année passée. Your friend Masiga continues to play games for the sake, okay, for earning money, despite his parents' disapproval. Votre ami, Masiga. Cela veut dire que ici, vous allez créer un personnage qui s'appelle Masiga. Mais au bac, encore une fois, on vous interdit, même si c'est vous parlez, de mettre votre nom réel. Il faut toujours avoir un pseudonyme, n'est-ce pas? Votre ami, Masiga, qui continue à parier malgré vraiment le désaccord de ses parents. Maintenant, la consigne, c'est quoi? You are trying to convince him to stop doing so. Donc, dans votre dialogue, vous essayez de le convaincre d'arrêter. Donc, le dialogue, rapidement, il y a toujours une petite introduction, une phrase introductive. Vous allez reprendre le contexte, vous allez reformuler ça. Au lieu de dire your friend maintenant, au départ, vous allez dire your friend. Maintenant, vous parlez, vous dites my friend. Hein? Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faut tenir en compte. Mais dans le dialogue, il n'y a pas de conclusion. Il y a une introduction brève et vous créez les personnages et vous utilisez le style direct. Chaque fois qu'une personne parle, donc vous utilisez le style direct et à la fin, il n'y a pas de conclusion. N'est-ce pas? OK. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'argumentatif. Hein? Laissez porter sur l'argumentation et le contexte. On vous donne un exemple. An increasing number of Senegalese adolescents are gambling in order to earn money. Ça aussi, je l'ai tiré de l'épreuve de l'année passée. Voilà le contexte. Un nombre grandissant de Sénégalais, de jeunes Sénégalais, d'adolescents sénégalais, s'adonnent au pari, hein, pour gagner de l'argent. Maintenant, la consigne, c'est quoi? According to you, what are the main causes and consequences of this phenomenon? Suggest some solutions to to put an halt to this alarming situation. Déjà, la consigne, si vous regardez bien la consigne, vous connaissez vraiment l'attitude à prendre, le plan de votre travail. La consigne, c'est quoi? Dans un premier temps, vous allez parler des causes. Bien sûr, après avoir introduit. Hein? Même le contexte, vous pouvez l'utiliser pour faire votre introduction en faisant de la reformulation. Et la première partie sera les causes de ce phénomène. La deuxième partie sera les conséquences, n'est-ce pas? Et la dernière partie, ça peut être même sous forme de conclusion, vous allez suggérer des solutions. Donc, et enfin, je n'ai rien créé ici. Do not copy the text. Parce qu'ils savent que souvent, avec le texte, on peut avoir des idées qui peuvent vous aider, mais c'est à vous d'être très intelligent, d'avoir un peu l'esprit très fin pour un peu peut-être reformuler certaines idées, mais ne pas reproduire les mots du texte. Cela ne vous coûte rien. Cela ne va pas vous amener à gagner quoi que ce soit. Malheureusement, beaucoup d'élèves ne font que recopier des passages du texte, peut-être pensant que le professeur va leur donner un 2 ou bien un 2,50. Mais tel n'est pas le cas. Si vous ne faites pas d'effort, no pain, no gain, comme on dit. N'est-ce pas? Donc l'autre, c'est speeches. Voyez, l'image ici à droite, il y a quelqu'un qui est en train de faire un discours. Souvent aussi dans les épreuves, hein, de rédaction, on vous demande de faire un discours. Il y a des élèves aussi qui peinent à vous produire un bon discours. Il faut toujours commencer par la salutation de son
une audience, bien les salutations, bien si vous avez des audiences diverses. Greet your audience. Good morning, si c'est ça se passe le matin. Good afternoon, good evening. Ou bien tout simplement, hello, ladies and gentlemen. Hein? Donc, il y a toujours un format. Encore une fois, laissez, il y a deux choses qu'il faut tenir en compte. Le fond et la forme. Avant le fond, mais il faut s'assurer que vous avez respecté le format. C'est un dialogue, donc il y a des normes à respecter, n'est-ce pas? So, greet your audience, vous devez saluer votre audience. Hein? State the motive of the speech. Et juste après les salutations, donc il faut camper le débat. Le motif de votre discours, vous allez partager avec votre audience. Today, I am here in front of you to talk about the danger of illegal immigration or to talk about the risks of gambling, for example. N'est-ce pas? Et il ne s'agit pas de s'arrêter là. Une fois que le débat est campé, il faut donner ce qu'on appelle des arguments qui, qui vont rendre solides vos idées. Hein? Give supportive arguments to show its relevance, pour montrer vraiment la pertinence du sujet sur lequel bien le sujet que vous abordez. Propose action to take. Il faudra dans votre discours, tout dépend du motif. Il y a ce qu'on appelle call for actions. Donc, actions to take or action to avoid. Soit c'est des actions à entreprendre ou bien des actions à éviter, des choses à éviter. N'est-ce pas? Et il faudra terminer votre discours vraiment par des mots de remerciement. You have to thank your audience for this. En général, le mot, l'expression d'usage, c'est thanks for your attention. Okay? Et voilà un exemple. Et ici, j'ai combiné le contexte et les consignes, ou bien la consigne. As the president of your school English club, ça peut être as the president of your school governance, gouvernement scolaire ou bien club d'anglais. Make a speech for your comrades to raise awareness about the importance of planting trees and protecting them at school and in the street. Ça aussi, c'est un sujet d'actualité. En tant que président de votre club d'anglais ou bien en tant que président de votre gouvernement scolaire, vous allez faire un discours que vous allez lire pour vos camarades, bien à vos camarades. Dans ce discours-là, vous allez faire une sensibilisation. La sensibilisation porte sur quoi? L'importance de planter des arbres au niveau de l'école ou bien dans les rues. On sait qu'il y a beaucoup d'écoles qui n'ont même pas d'arbres. Franchement, ça aussi, il faut le déplorer. On a eu à visiter beaucoup d'écoles. À certaines écoles, c'est pas ça. Donc, ça, c'est des sujets d'actualité. Et enfin, il y a ce qu'on appelle, le plus souvent, on voit ce type de writing, de rédaction. À droite, j'ai donné un exemple. Donc, c'est email or letter writing. De plus en plus, les élèves d'aujourd'hui ne connaissent pas les lettres. Nous, notre génération, on connaissait les lettres. Vous écriviez votre lettre, vous la postez et 3 jours, 2 jours après, ça arrivait à destination et il fallait attendre la semaine suivante pour avoir la réponse. Mais maintenant, les choses ont changé. On parle de maintenant email ou bien même SMS. Maintenant, de plus en plus, email ou letter writing, mais qui ont plus ou moins les mêmes formats. Quelles sont les choses à tenir en compte? C'est addresses. Vous qui écrivez la lettre, il doit y avoir votre adresse. Maintenant, il y a ce qu'on appelle two types of letters. Vous écrivez une lettre à un ami, ça devient informal letter. C'est une lettre informelle. Il y aura moins de contenu que si vous devez écrire une lettre formelle, adressée au ministre, adressée en tout cas à une personnalité. Vous faites une demande de bourse, vous faites une demande d'audience. Donc là, c'est beaucoup plus formel. Donc le contenu est beaucoup plus consistant. Adresse, date, la lettre est datée. Maintenant, si c'est email, c'est automatique, on a la date, on connaît la date ou le mail. Et il y a toujours l'objet de votre lettre ou bien de votre mail. OK? Il y a aussi ce qu'on appelle greetings. Vous dites dear sir si c'est une personnalité. Dear madame si c'est une dame. Donc, dear sir si c'est une personnalité, c'est un nom. Dear madame si c'est une dame. Maintenant, s'il s'agit d'une lettre que vous envoyez à un ami, vous pouvez passer par son prénom. Dear Moussa, dear Awa, dear friend. Et j'ai oublié ici, la virgule, c'est très important. Donc, juste après, vous mettez une virgule. Et enfin, vous allez vous présenter le contexte, la situation. C'est-à-dire la raison pour laquelle vous l'avez annoncé, en tout cas au niveau de l'objet.
mais vous réitérez, hein, presenting the context. Pourquoi vous écrivez cette lettre, pourquoi vous écrivez ce mail. Hein? Même chose que le discours, call for actions or solutions. S'il s'agit, par exemple, dans votre quartier, les gens déversent des immondices et vous n'y pouvez rien, vous avez averti le voisinage, rien n'y fait, vous écrivez une lettre au maire pour qu'il apporte une solution, pour qu'il réagisse à ça. Donc, call for action and solution. And message ending. Et en général, vous avez I'm looking forward to hearing from you. Vous avez l'habitude de voir cette phrase-là pour clôturer la lettre ou bien le mail. Looking forward to hearing or to receiving your answer very soon. Et enfin, il y a ce qu'on appelle wishes and signature. Il y a plusieurs expressions. Hein? Wishes, best regards, best wishes, sincerely yours, yours sincerely, faithfully. Si c'est des amis, friendly yours. Hein? Et même love, le mot love déjà, si c'est un ami. Hein? Ouais. Tout dépend de celui qui reçoit ou celle qui reçoit la lettre ou bien le mail. Oh, thank you very much. This is what I prepared for my presentation. And for sure, there will be questions or contributions. Okay. I would like to stop here, and then maybe give the floor to Khalidou. If there are some questions, I think I jot down some questions. J'ai pris quelques questions. Mais en attendant, au cas où il y a certains collègues qui nous suivent, vraiment, de leur donner la parole pour des compléments, contributions. Maintenant, s'il y a des élèves qui nous suivent aussi, de toute façon, après, je vais revenir à la charge. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Diagne. Et merci beaucoup encore pour cette belle présentation. Et j'espère que les élèves ont pris note. Je rappelle que aussi nous sommes avec Dr. Dieng, qui était là l'année dernière avec nous. Et je demande à Dr. Dieng, je lui dis vraiment la bienvenue. Et à tout moment qu'il veut intervenir, qu'il n'hésite pas. Il est le bienvenu et nous attendons aussi, les élèves aussi, aimeraient bien bénéficier aussi de ses conseils et vraiment bénéficier de ces conseils. Sinon, bon, en entendant Monsieur Diane, bon, on a vu que vous avez parlé ici quelques types d'exercices en parlant de close test, true or false, referencing and completion, sentence completion. Sinon, bon, j'avais juste, bon, pour chaque type de test, au moins une question à vous poser, en attendant que Ouais. les élèves aussi vous posent des questions. Mhm. Voilà. Sinon, il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui pensent que le close test peut sembler piégeux. Maintenant, à quoi faut-il faire particulièrement attention pour éviter les erreurs? Et quand on parle maintenant des phrases à trous et autres, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter certaines erreurs? Bonne question. Donc, les erreurs de toutes sortes, surtout si c'est l'anglais, vraiment la première disposition à prendre, c'est de lire et bien lire et relire même. Parfois, vous voyez de bons élèves hein, qui ont un bon niveau, mais qui peinent à s'en sortir avec brio. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des erreurs, ils n'ont pas bien lu la consigne. La première chose, c'est pas pour rien aussi que les consignes sont écrites en gras. Si vous regardez bien les épreuves, je ne sais pas pour les autres matières, mais en anglais, la consigne, est le plus souvent, c'est écrit en gras. C'est juste pour attirer l'attention de l'élève. Donc, il faut bien lire, même le texte original. Il ne faut pas le lire une fois et maintenant s'adonner à répondre aux questions. Il faut lire et relire. Même les consignes, il faut lire et relire. Parce que si on lit une seule fois et on veuille vraiment procéder à répondre, ça peut poser des problèmes. Parce que il peut y avoir un petit mot qui est dans la consigne. On n'a pas bien prêté attention et ça pose problème. Alors, vous me suivez? Monsieur Mansour, on vous suit, hein, on vous suit, on vous suit. Voilà. Sinon, bon, est-ce qu'il y a des astuces quand même simples pour bien choisir le moment? Très bien. Et même les élèves sont chanceux. Hein? L'exercice de clause, là, dans un premier temps, au départ, on demandait aux élèves d'aller trouver les mots dans le texte, mais maintenant, mieux, on leur même demande d'aller trouver le paragraphe. Et le plus souvent, on a 4, 5 paragraphes pour les aider à gagner du temps. On leur indique même le paragraphe dans lequel le mot ou bien l'expression se trouve. Si bien que s'ils lisent et qu'ils ont une bonne compréhension, et là j'en profite pour dire aussi, comprendre un texte, ne revient pas à comprendre chaque mot du texte.
Ça, c'est pas bon. Il y a des élèves qui croient que comprendre un texte, c'est comprendre tous les mots, du début jusqu'à la fin. Non, non. Chaque fois que vous lisez un texte, c'est sûr qu'il y aura des mots nouveaux. Mais ce qui est important maintenant, c'est de lire l'ensemble du paragraphe et d'en déceler l'idée générale. Ça aussi, c'est un élément de taille. Donc, lire, relire, essayer de comprendre l'essentiel, mais pas tout. Khalidou, je me suis bien fait comprendre. Oui, effectivement, effectivement. Et cela Sinon, me, cela me permet, d'abord une parenthèse, je m'excuse auprès de Dr. Diagne, Dr. Dien, parce que l'année passée, c'était nous deux, mais cette année, avec les évaluations standardisées, je n'ai pas voulu trop le fatiguer. Je sais que ces temps-ci, ils sont très, très occupés à corriger. Les compositions ne sont pas encore terminées. On en est même aux classes intermédiaires, sans compter ses charges à l'université. Donc, je n'ai pas voulu trop le fatiguer. Malgré ça, donc, il a tenu à se présenter aujourd'hui. Donc, docteur Dien, vraiment, merci pour ça. Et Khalidou, je crois que vous avez... oui, sëñ Mansour, oui. Oui, oui, sëñ Mansour. Oui, Oui, effectivement. Bon, j'ai une question même à poser. Et là, ça me permettra même, bon, en parlant tout à l'heure que les élèves sont chanceux et autres, j'aimerais aussi relancer Dr. Dien, s'il est en ligne avec nous, et lui poser une question, au moins lui permettant d'entrer lui aussi dans le sujet. Et maintenant, ma question, c'est au niveau du type d'évaluation true ou false. Maintenant, Dr. Dien, est-ce qu'on peut se fier aux mots-clés dans l'énoncé ou faut-il toujours relire le contexte du passage? Mr. Dien, are you here? Bon, il n'est pas là. Je crois qu'il n'est pas en ligne. Si, M. Seigne Mansour, si vous pouvez répondre à cette question. Vous m'entendez, Mansour? oui, Khalidou. Oui, Oui. oui, je vous entends. Mon micro était Était fermé là. Voilà. Oui. Mhm. Bon, sinon, bon, j'avais posé une question à Dr. Dien, mais malheureusement, bon, il ne m'entend pas ou bien il n'est pas en ligne. Oui, C'était allez-y. juste, voilà, c'était juste pour savoir au niveau du true ou false. Est-ce qu'on peut se fier Mhm. aux mots-clés? Comme vous parliez tout à l'heure des mots-clés et autres, maintenant, arrivé au niveau de true ou false, est-ce qu'on peut se fier des mots-clés dans l'énoncé ou faut-il toujours relire le contexte du passage? Voilà, donc si on dit true or false, ça concerne toujours un passage spécifique, pas dans tout le texte. Donc c'est pourquoi j'ai dit que les élèves en fait gagnent beaucoup de temps s'ils lisent et relisent. Si vous lisez 3, 4 fois le texte, il y a Dien qui est là, hein, il dit, je vous suis, mais malheureusement, je ne peux pas parler. L'environnement n'est pas favorable. Peut-être qu'il est dans un environnement noisien, il y a du bruit. Donc, je voulais dire, Scalido, et en l'attention des élèves, true or false, si vous avez pris le temps de bien lire le texte, de relire jusqu'à 3 fois, 4 fois, hein, vous allez à cette activité-là, vous allez vous rendre compte que ça concerne un passage spécifique, un paragraphe spécifique. Et vous allez là-bas et ce qu'on appelle, you quote, c'est-à-dire vous citez. Même si la phrase semble être longue, on vous tolère de mettre les 3 premiers mots, vous mettez les guillemets parce qu'on vous a dit quote, relevant passages from the text, citer des passages pertinents du texte qui montrent votre position, si c'est true ou false. Si la phrase est longue, pour que vous puissiez gagner du temps, mettez les 3 premiers mots et point de suspension et les 3 derniers mots. Et même entre parenthèses, vous mettez les lignes, vous pouvez indiquer les lignes, line 7, line 8 ou line 9. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, avant de justifier, encore une fois, ça nous est même arrivé lors des compositions de second semestre terminal. Il y a des élèves qui vous donnent de bonnes justifications, mais qui omettent de mettre true or false. Comme on dit en Wolof, donc il faut d'abord préciser que c'est true ou bien false avant de procéder à une justification. Et la justification correspond toujours à un passage spécifique. Et même le plus souvent, il y a plusieurs justifications possibles. Le plus souvent. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les rencontres de concertation, avant que les profs ne corrigent, on leur demande, l'office du bac, donc ça c'est une obligation, demande à tous les professeurs d'aller participer à la réunion de concertation. Parce que l'épreuve qui est proposée, celui qui l'a conçu peut avoir ses réponses, mais il peut y avoir des réponses peut-être qu'il n'avait pas tenues en compte.
Et c'est la réunion de concertation, donc c'est une occasion pour un peu arrondir les angles. Qu'est-ce qu'il faut tolérer au-delà de ce que le concepteur de l'épreuve a proposé? Et d'ailleurs, aucun président de jury ne pourra donner des copies au professeur s'il n'a pas au préalable participé, montrer la preuve qu'il a participé à ces réunions de concertation. Donc, c'est juste pour un peu tranquilliser les élèves par rapport à ça. Merci, Voilà, il y a merci un beaucoup. collègue qui a écrit un message très important. Je vais le lire. Voilà. Allez-y. Voilà. Il a dit que, malheureusement, ça m'échappe. Voilà, les mots-clés peuvent aider, mais il est plus judicieux de se baser sur le contexte pour justifier true ou false. Le vocabulaire comme la grammaire peuvent aider. Ok, d'accord. Donc, la justification, comme je l'ai dit encore une fois, pour me résumer, ça concerne des passages spécifiques, pas tout le texte. C'est pourquoi une lecture au préalable minutieuse permet aux élèves vraiment de s'en sortir. Et ça me permet, je ne sais pas si la question a été posée, comment gérer son temps? La meilleure façon de gérer son temps, mes chers amis, l'épreuve vous est donnée, vous avez lu le texte. Commencez par les questions les plus faciles à votre sens. Il n'est pas dit que le premier exercice est le plus facile. Le troisième, il y a des élèves qui sont habitués à certains exercices, qui s'en sortent avec brio. Commencez par ces exercices. Par exemple, si c'est le referencing qui vous semble être plus facile, hein, traitez les choses les plus faciles à votre niveau. Maintenant, avant d'aller attaquer les plus complexes. Non, ça peut ne pas être long. Il ne faut pas perdre votre temps. Khalidou, est-ce qu'il y a une autre question? Allô? Vous me recevez? Khalidou, votre micro est coupé là. Khalidou? Allô, oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, ok. Merci beaucoup, Mr. Diagne. Et là, je Mhm, vois que vous venez de parler sur la gestion du temps. Maintenant, bon, mhm. qu'attendent les correcteurs, par exemple, dans la partie aujourd'hui d'une expression écrite, comme quand on parle aujourd'hui avec les différents types d'évaluations que vous venez de citer. En tant que correcteur, qu'est-ce que Très vous bien. attendez des élèves? Très bien. Ce qu'on attend des élèves est que tous les professeurs d'anglais, de langue, en tout cas qui corrigent une épreuve au bac, ce qu'ils attendent, c'est d'abord que les élèves s'acquittent avec deux choses, la forme et le fond. Le fond, s'ils ont bien compris ce qu'on leur a demandé de faire. Le format, si vraiment ils l'ont présenté comme il le faut. Si c'est une lettre, ça doit avoir le format d'une lettre. Si c'est un discours, ça doit avoir le format d'un discours. Si c'est un dialogue, ça doit avoir le format d'un dialogue. Le dialogue, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une petite introduction. Vous créez des personnages, vous leur donnez des noms. Hein? Si on vous demande dans le dialogue que c'est vous qui discutez avec un autre, évitez de mettre votre propre nom, mettez un pseudonyme et utilisez le style direct. Donc, le fond et la forme. Autre chose, l'Office du bac interdit les élèves d'écrire avec un stylo noir. Écrivez avec le stylo bleu. Hmm? Bleu, le stylo bleu, c'est ça qui est recommandé par l'Office du bac. Malheureusement, il y a certains élèves qui sont un peu têtus. Donc, allez au centre avec un stylo bleu. Donc, c'est au cas où j'aurais pu oublier ça, ce détail. Mhm, Oui, merci beaucoup. Donc, on voit que bon, vous avez donné quelques conseils et là que j'exhorte aux élèves à respecter scrupuleusement. Parce que bon, avec mhm, l'office du bac, je sais qu'on ne badine pas et aussi avec les correcteurs aussi, on ne badine pas. Donc, nous demandons aux élèves aussi de respecter strictement ces consignes. Maintenant, venons sur la rédaction, Mr. Diagne. mhm. Comment bien structurer aujourd'hui ces idées dans un paragraphe argumentatif?
par exemple. Très bien. Merci encore. Donc, j'ai un peu brossé cela dans la présentation. S'il s'agit maintenant de faire la rédaction, ouais, on voit très souvent aussi les élèves qui recourent qui utilisent les blancos là. C'est parce que ces élèves-là n'ont pas utilisé le brouillon. Au centre, on vous donne la feuille double, mais aussi on vous donne autant d'intercalaires que vous voulez et de brouillon. Utilisez ça pour rendre votre travail propre. Ça, c'est d'un. De deux, quand vous allez rédiger votre essai, si vous voulez que l'essai soit très, très présentable, très abordable, très présentable, en tout cas, si c'est présentable, c'est facile à lire par le correcteur. Là, vous gagnez des points par rapport à ces élèves-là qui truffent leur essai de rature ou bien de blanco. Le blanco est considéré comme une rature, hein. Vous voyez, le jour de l'examen, même pas 5 minutes d'épreuve, les élèves commencent à qui a un blanco, qui a un blanco. Hein, vous voyez les blancos qui circulent dans la classe, là, dans la salle. Ça, c'est à éviter. Maintenant, structurer en respectant la consigne. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a le contexte. Quel que soit l'essai qui vous est donné, il y a ce qu'on appelle le contexte. On vous donne le contexte. Ensuite, on vous donne la consigne. Et la consigne, vous la regardez et facilement, vous voyez l'ordre à suivre. Tout à l'heure, lors de ma présentation, on a parlé de cause, consequences and suggest solution. On ne leur laisse pas à eux-mêmes. Ce n'est pas comme les sujets d'il y a 30 ans où il y a une question qui est posée et les élèves sont laissés à eux-mêmes. Et le plus souvent, on voyait des hors-sujets autres. Mais maintenant, vraiment, s'ils vraiment se conforment à comment la consigne est libellée, franchement, ils s'en sortent au minimum avec la moyenne. Parce que l'essai, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est noté sur 6. C'est sûr que si l'élève quitte avec le format et a fait des efforts à produire quelque chose, c'est-à-dire le fond, c'est sûr qu'il aura au moins 3,50. Et ce n'est pas négligeable. Si on sait que pour les L', c'est coefficient 4. Si vous décrochez un 3,50 fois 4, déjà, c'est quelque chose. Hein? Voilà. Oui, Mr. Diagne, merci beaucoup. Je rappelle que, encore une fois, bon, les chers élèves, vous avez la possibilité à tout moment de poser vos questions sur le chat. Et Mhm. M. Diagne ou Mr. Diagne, Dr. Diagne, ils vont répondre à vos questions. Sinon, bon, vous avez déjà donné quelques conseils sur l'ordre à suivre. Maintenant, de ce fait, je vais essayer de vous poser la question à savoir, quels sont les pièges à éviter en matière de grammaire ou de vocabulaire? Très bien. Les pièges. La première piège, c'est quoi? C'est d'éviter les longues phrases. Il y a des élèves qui veulent montrer qu'ils parlent bien l'anglais. Les longues phrases, là, c'est bon. Vous allez vous perdre dans vos idées. Euh, Autre chose, c'est les traductions mot à mot. Le français et l'anglais sont deux langues différentes. Dans certaines expressions, je vous donne certainement en sixième, vous avez pu commencer à remarquer cela. Déjà, j'ai faim. Si le français utilise le verbe avoir, j'ai faim, hein, vous n'allez pas dire I have hungry, vous allez dire I am hungry. N'est-ce pas? Ainsi de suite. Donc, évitez les mots, les traductions mot à mot, mais aussi évitez de fourrer votre essai de mots français. Il y a des élèves qui vous mettent des mots, ils le font sciemment, et ils encadrent ça par des guillemets. Ça, si vous y abusez, peut-être un ou deux mots, le correcteur peut être tolérant. Mais si vous abusez, donc vraiment, vous allez avoir une sous-moyenne hein, à laisser. Donc, ça, c'est un conseil fort que je vous donne. Trois choses. Hein? Se conformer au format et au fond. Autre chose, éviter les traductions mot à mot. Parce que les élèves pensent en Wolof, ensuite traduisent en français, ou bien pensent à leur langue maternelle, parce que ce n'est pas les Wolofs seulement qui font le bac. Mais on a tendance à voir que c'est des traductions mot à mot. Et il faut éviter ça. Et maintenant, vous lancez dans des constructions simples, sujet, verbe, complément. Voilà, sujet, verbe, complément. N'essayez pas d'impressionner votre correcteur. Autre question? Et heureusement, j'ai vu sur le chat maintenant un élève qui a reconnu que pour l'essai, il avait tendance à tout recopier pour les justifications, pas l'essai, pour les true or false justification. Donc, chers élèves, donc vous n'êtes pas tenus de tout
écrire. Si la justification, donc je vous dis, au cas où la justification est très longue, mettez les 3 premiers mots ou 4 premiers mots, point de suspension, 3 derniers mots, entre parenthèses, vous indiquez la ligne et vous êtes quitte. Vous allez vous passer à autre chose. Merci, M. Mansour. Il y a 2 questions ici. Une question Mhm. de Mr. Faye et l'autre de Salamata. Bon, venons à la question de Faye qui dit, est-ce que le candidat peut répondre en mettant seulement les numéros des questions, c'est-à-dire sur l'épreuve, les questions sont numérotées de 1 à. Est-ce que le candidat peut mettre 1 tiré? La réponse est toujours, bon, la réponse, etc. Just do gain time. Juste pour gagner du temps, quoi. Mais bien sûr, de toute façon, je crois que depuis 2 ou 3 ans, l'Office du bac, pour régler ce problème, dans les convocations même, demande aux professeurs d'être au centre à l'heure où se déroule l'épreuve. C'est juste pour régler ces types de problèmes-là. Ça se règle au niveau des jurys. De toute façon, je leur dis toujours, faites tout ce qui vous fait gagner des points. Est-ce que le fait de recopier l'exercice vous fait gagner des points? Non. Donc, c'est les réponses attendues qui sont obligatoires. Donc, c'est bien de les numéroter. Maintenant, il y a 2 choses. Il y a des élèves qui répondent directement sur l'épreuve. Et dans ce cas, il faudra glisser ça dans la feuille double. Et éviter d'écrire votre nom sur l'épreuve. Vous ne devez même pas mettre votre nom ni votre numéro. Hein? Vous mettez seulement les réponses. Et maintenant, vos identités et autres, vous les avez déjà inscrites sur la feuille double. Ça aussi, c'était une précision. Donc, et bien sûr, mettez le numéro, en tout cas, toutes les réponses, toutes les questions, tous les items sont numérotés. Les réponses, vous mettez les numéros. Hein, et vous êtes quitte. Mhm. Mansour, il y a une autre question de Salamata. Mhm. OK, qui dit bonsoir. Est-ce que vous pourriez revenir sur les types de questions, sur les types de la reading comprehension, c'est-à-dire surtout la 4e, 5e et 6e type de questions les plus récurrentes? J'en avais parlé parce que cette présentation-là, je me suis inspiré de l'épreuve de LV1 de l'année passée. D'ailleurs, j'en profite, chers candidats. Si vous voulez vous sentir à l'aise pour traiter une épreuve, à la fin de l'année, comme ici, là où nous sommes, j'espère que vous avez déjà fait les compositions du second semestre. Essayez toujours de traiter 2 ou 3 épreuves passées. 2024, 2023, 2021. Traitez au moins 3 épreuves, 2 ou 3, en groupe. Et le jour de l'examen, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux à l'aise. C'est pas pour rien que les équipes nationales, là, avant la Coupe d'Afrique, ou bien d'Europe, ou bien Coupe du Monde, ils font des matchs amicaux. C'est ça. Donc, vos matchs amicaux, c'est quoi? C'est de traiter les épreuves passées. Et ça aussi, ça peut être une astuce. Maintenant, les exercices, rapidement. On en a parlé. D'abord, on a parlé information transfer. C'est la première activité euh, que j'avais relevée. On avait parlé de true or false. Vous êtes beaucoup très familier à ça. On avait parlé de sentence completion. Sentence completion, c'est quoi? Après le texte qui vous est donné, on vous donne un début de phrase. Et maintenant, on vous demande de le compléter en vous basant sur la compréhension du texte, du grand texte. On vous donne quoi? Clause. Les élèves ont peur de cet exercice alors que ce n'est pas très difficile. Donc, qu'est-ce qu'on vous donne? Un petit paragraphe qui est en général le résumé du texte. Et on fait exprès de laisser des trous. On vous demande de compléter ce texte maintenant en allant trouver les mots manquants dans les paragraphes. Ce n'est même plus le texte, mais on vous demande le paragraphe. Donc, c'est bien précis. Ce n'est rien d'autre que ça. Maintenant, sentence completion, ce qu'il faut éviter, c'est de recopier le texte. Mais close test, les mots, vous allez les trouver dans le texte. Referencing, malheureusement, les élèves pêchent. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des pronoms personnels, des adjectifs possessifs qu'on écrit en gras dans le texte et qu'on souligne. On leur demande de dire à qui ou à quoi ces mots renvoient, tout simplement. Donc, grosso modo, voilà le reading comprehension. Et en général, c'est 4 exercices. Ça ne dépasse pas 4 exercices. 3 ou 4, mais 4 le plus souvent. Parce que c'est, comme je l'ai dit, noté sur 8. Et si c'est arrimé 2, 2, 2, 2 fois 2, 4. 2 fois 4, 8 du moins. Donc, 4 exercices fois 2, ça fait 8 points.
En général, aujourd'hui, on n'a pas traité la partie grammaire, linguistique compétence, pour ne pas être trop ambitieux. Donc, c'est une activité qui prend 6 points, c'est-à-dire les 30% de la pondération totale. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons mis le focus sur le reading comprehension et le writing. Le writing, pourquoi? Parce que c'est l'activité la plus négligée, la plus délaissée par les élèves. Tous ces élèves-là qui se tapent 16, 17, 18 au bac, c'est parce qu'ils ont bien traité le reading comprehension. Si vous négligez cette partie, vous ne pouvez pas dépasser 14. Ok. Oui. Merci beaucoup, monsieur Mansour Sy Diagne. Bon, Mhm. en parlant de préparation et méthode, bon, vous avez même donné l'exemple des équipes nationales et autres qui se préparent en organisant des matchs amicaux et autres. Là, nous Mhm. aussi, bon, je vais vous poser la question à savoir quels exercices maintenant simples les élèves peuvent-ils faire à la maison pour s'entraîner? On sait que maintenant, il ne reste que quelques jours. Très bien, bonne question. Et là, j'en profite, j'allais oublier. J'avais l'intention de le relever. Je demande aux élèves, l'Office du bac a un site. Hein, le site de l'Office du bac, vous tapez officedubac.sn et vous allez à épreuves. Hein, vous tapez épreuves et vous avez la liste de toutes les épreuves depuis presque 2005 jusqu'à maintenant. Il y a une banque, ouais, c'est une large gamme d'épreuves qui sont à votre disposition. Vous pouvez les télécharger directement, les faire tirer et les traiter. Hein? Donc, il y a même les réponses, mais malheureusement, il y a beaucoup d'élèves qui tombent sur le coup de la facilité. Essayez de les traiter d'abord avant d'aller voir. Et maintenant, vous comparez les réponses proposées à celles que vous avez trouvées. Mais il ne faut pas télécharger tout de suite les épreuves et les réponses. Téléchargez les épreuves, traitez-les en groupe. Et ensuite, quand vous êtes sûr que c'est ça, voilà vos réponses que vous avez trouvées, comparez-les maintenant avec le NCKI, comme on dit, c'est le corrigé. Maintenant, s'entraîner, c'est de se conformer aux activités présentées au bac, comme je les ai présentées aujourd'hui. Donc, il ne faut pas trop être ambitieux. On peut prendre aujourd'hui, on ne fait que de, on ne fait que du writing, par exemple. Hein? Vous allez faire du writing pendant toute une journée avec vos camarades. Et le lendemain, vous faites autre chose. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Mais vous ne pouvez pas le même jour faire tout. Ça vous brouille. Ce qu'on appelle start low, finish big. Donc, les priorités, on les répartit par urgence. Donc, commencez par les activités qui vous semblent un peu plus difficiles. Quand vous vous sentez maintenant à l'aise, vous passez à autre chose. Nous sommes à 10 jours du bac. Je crois que si chaque jour, on se consacre à une ou deux activités, c'est déjà bien. Mais ce qui n'est pas recommandé, c'est lors d'une séance, de faire plusieurs choses à la fois. C'est pas bon, ça ne faut que vous embrouillez. Khalidou? Oui, I'm here. Ah, you're here. Ok, voilà. Mhm. Maintenant, je sais que bon, souvent, bon, on nous disait, prenez toujours le temps de lire et de relire, ainsi de suite. Lire et relire, Mhm. lire et relire. Maintenant, bon, et là, je vais essayer de vous demander quel rôle joue maintenant la lecture régulière de textes en anglais dans la réussite à l'épreuve. Très bien, wonderful. Il y a ce qu'on appelle en anglais ou bien dans les langues, the productive skills and the receptive skills. Receptive skills, c'est-à-dire les aptitudes qu'on reçoit. Une fois qu'on les reçoit et que c'est ancré en nous, ça nous permet maintenant de les reproduire. Receptive skills, il y a ce qu'on appelle les quatre aptitudes. Listening, reading, speaking and writing. Listening, c'est-à-dire l'écoute. Reading, la lecture. Mhm. Speaking, parler. Et la lecture, la lecture, c'est reading. Reading, listening, speaking and writing. Maintenant, de ces quatre skills-là, deux sont réceptifs. C'est-à-dire vous les apprenez d'abord. C'est quoi? C'est la lecture. Hmm? Il faut lire d'abord pour pouvoir produire. Si vous voulez produire, il faut savoir lire. Si vous voulez parler, il faut savoir écouter aussi. Listening aussi, c'est réceptif. Si vous voulez bien parler, il faut savoir écouter. Si vous voulez bien écrire, il faut savoir lire.
Donc, la lecture, comme on dit, est la nourriture de la culture. Excusez-moi un peu là. Voilà, c'est en train de faire de la poésie, hein, Mhm. des rimes là. Il faut bien lire. Les élèves qui sont à l'aise à l'écriture là, en général, ils n'ont pas de problème hein, pour rédiger parce qu'ils ont emmagasiné des connaissances qui leur permettent vraiment d'être en situation de production dans différentes situations complexes. Donc, les élèves qui passent tout leur temps devant leur écran, qui regardent des vidéos et autres, franchement, je regrette, mais le plus souvent, ces gens-là sont un peu limités. Hein? Donc, il faut lire. Le secret, c'est la lecture. Même les bandes dessinées. Nous, notre génération, on aimait les bandes dessinées. Maintenant, on ne les voit plus. Hein? L'essentiel, c'est de lire. Mais lecture utile, quoi, qui vous permet de... Finalement, bon, quand vous lisez au départ, vous ne sentez pas son avantage, mais le jour où on vous donne une dissertation, ça peut être en français, en anglais ou autre, et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous avez déjà sues auparavant, et c'est l'occasion maintenant de les répercuter. Et là, le correcteur saura que ah, voilà quelqu'un qui est cultivé, et il n'hésitera pas à vous donner le maximum. Hein. Moi, dans mon expérience du bac, je n'ai jamais hésité à donner un 5, 50 même sur 6. Hein, pour un élève qui a bien... Je suis sûr que cet élève n'a pas recopié le texte, a fait des efforts. Le format est là, le fond est là. Je n'hésite pas à lui donner une très bonne note. Mhm. Oui, Mr. Mansour, vraiment, vous avez tout dit et j'espère qu'ils ont très bien pris note, connaissant l'importance de la lecture dans la réussite à l'épreuve. Donc, le conseil que je donne aux élèves, le conseil que je donne à tout le monde, donc, c'est de lire. Donc, lisons beaucoup. Ça, c'est vrai. Maintenant, en conclusion, Monsieur Seigneur Mansour, puisque bon, on est arrivé à terme de notre émission, on devait s'arrêter à 21h et on est là à Mhm. 21h05. Mais si on n'a Mhm. pas vu le temps passer, c'est parce que les choses ont été très, très intéressantes. Et Mhm. malheureusement pour nous, 1h temps est insuffisant. Et Oui, j'espère oui, qu'on aura l'occasion au moins d'en faire une autre, ce n'est que une pas autre demain. synthèse. Maintenant, quels sont vos derniers conseils pour les élèves qui passeront l'épreuve dans quelques jours? Voilà mes derniers conseils. Je vais faire un peu de redondance. Donc, mes chers amis, vous allez faire le bac. Donc, ça va sanctionner vos études depuis l'élémentaire, parce qu'on dit le baccalauréat d'enseignement moyen secondaire général. Depuis le collège, c'est votre septième année. Hein? Donc, en quelques jours, on va vraiment prendre une décision. Maintenant, c'est entre vos mains. J'espère que toute l'année scolaire, vous vous êtes démêlés comme de beaux anges, pour ne pas dire comme de beaux diables, hein, pour vraiment atteindre vos objectifs. Et je vous précise que le bac ne s'adresse pas aux élèves excellents. Si vous êtes moyen, si vous êtes moyen, je dis bien, c'est sûr que vous pouvez passer au premier tour, n'est-ce pas? Et j'espère que vous avez pu aussi avoir la moyenne de cycle. La moyenne de cycle, c'est quoi? C'est la moyenne annuelle de terminale qu'on combine, divisé par 4. Si ça fait 10, vous avez la moyenne de cycle. Et là, si vous êtes dans ce lot-là, vous avez de fortes chances. On peut vous repêcher pour aller au second tour si vous avez un peu trébuché. Et vous vous retrouvez à 7 et autres. Normalement, un candidat qui a 7 est éliminé. Mais si vous avez 7,50 et que vous êtes dans ce lot-là, l'office du bac dit qu'il faut qu'on vous repêche. Bien entendu, si vous avez un livret clean, c'est-à-dire vous n'êtes pas un élève absentiste, vous n'êtes pas un élève, en tout cas, indiscipliné, n'est-ce pas? Donc, il y a même la possibilité d'être repêché à la mention. Si vous avez 11,50, normalement, c'est mention passable. Mais si vous avez une bonne, en tout cas, la moyenne de cycle, et que vous êtes dans cette fourchette-là, 11,50, on vous repêche pour avoir la mention à bien. Ainsi de suite pour la mention bien si vous êtes à 13 et quelques. Donc, c'est juste pour vous dire que le bac, essayez de le faire de manière sereine. Si vous avez bien révisé, vous êtes quitte avec vos consciences, sachez que le jour J, on ne pourra pas vous donner des choses que vous n'avez pas apprises. Parce que le principe, c'est la pédagogie de la réussite. Test what you teach. On ne peut pas vous donner des choses que vous n'avez pas apprises. Donc, le problème, c'est quoi? C'est le jour J que vous soyez vous-même. Ne paniquez pas. Faites comme si vous allez faire une composition du troisième semestre, comme si je devrais m'exprimer ainsi. Et vous allez voir que
après 4, 5 jours, 6 jours, je crois que le 6e jour, les résultats vont commencer à tomber. Et là, j'espère que nous ferons partie de ceux qui vont vous féliciter. Merci. Merci beaucoup, Mr. Mansour Sy Diagne. Bon, juste avant de revenir vers vous, plus pour un dernier mot. Bon, avant de conclure, c'est-à-dire, j'aimerais donner quand même la parole à une personne dont l'énergie et la capacité à motiver ne sont plus à prouver. Et je sais que vous connaissez cette personne. Et je sais que quand on lui tend le micro, et une fois qu'elle motive ses élèves, je sais que les élèves vont répéter tout ce dont on leur a dit aujourd'hui. Et cette personne n'est personne d'autre que notre chère présente, Maïmouna Leye Diakhaté, que j'aimerais bien qu'elle donne un mot d'encouragement pour plus de confiance à ses élèves. Elle avait refusé, mais quand même, j'insiste. Donc, Madame la Présidente, juste un mot d'encouragement. Khalidou, Oui, au lieu de dire j'insiste, nous insistons. nous insistons donc, Madame la Présidente, un mot Voilà, moi ça me d'encouragement. dit. Et les élèves ont besoin de vos encouragements. Khalidou, je t'avais dit de gérer, c'était pas la peine que je parle. De toutes les façons, Mansour a déjà tout dit. Et je pense que les élèves ont compris que nous sommes là en tant qu'éducateurs, en tant que parents, pour les aider. Et je les encourage à aller sur notre page YouTube. Khalidou, si tu peux mettre la page sur le chat, ce serait bien. Pour revoir non seulement cette synthèse et celles qui vont suivre dans les jours à venir, mais également pour revoir les synthèses qui ont été faites l'année dernière sur beaucoup de disciplines. Et le programme n'ayant pas changé à ce que je sache, ça pourra toujours leur être utile. Leur dire juste de ne pas paniquer. C'est vrai que le bac, au Sénégal, c'est une charge incroyable parce que c'est toute la famille qui fait le bac, c'est tous les amis, c'est la famille élargie. Mais gardez le cap et puis surtout, prenez le temps de dormir. C'est extrêmement important. Le cerveau se repose pendant qu'on dort. Le cerveau travaille pendant qu'on dort. C'est comme, disons, une machine à qui l'on remet beaucoup d'informations et qui, pendant le sommeil, les digère, les classe. Donc, contrairement à ce que vous pensez généralement quand vous êtes en classe de terminale, vous avez besoin de dormir. Vous avez besoin de dormir et de vous relaxer. Et Inch'Allah, tout ira bien. Dans tous les cas, nous vous souhaitons bonne chance pour le bac. Et nous vous disons à très bientôt, je pense la semaine prochaine. Je ne connais pas exactement les dates, mais les synthèses vont suivre avec Khalidou qui va les animer et d'autres professeurs. Là, nous remercions Mansour Sy Ndiaye qui, depuis Louga, a bien voulu véritablement démarrer cette session de synthèse. Il y en aura d'autres qui sont dans d'autres zones éloignées, mais qui sont des personnes très généreuses et qui sont prêtes à vous aider. Donc, gardez le cap, soyez confiants en vous et tout ira bien, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup Khalidou, merci Mansour. Merci, Présidente. Merci, Aïssatou et tout le groupe, toute l'équipe. Merci beaucoup, Merci Madame aux la participants Présidente. aussi. Thank you so much, Mr. Mansour Sy Diagne, for being My pleasure. You keep saying Diagne. Anyway. Sy Diagne. We truly appreciate the time you took to share your insights, your experience, and your practical advice. Thank you very Sorry? much. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, goodbye. Thank you and have a nice time. Donc, nous donnons rendez-vous aux autres, hein, comme l'a si bien dit tout à l'heure Madame la Présidente. Donc, les synthèses vont continuer d'ici le dernier virage du bac. Comprenez que vous pourrez après visiter notre plateforme dans les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube. Il suffit juste d'écrire Synergie pour l'éducation au numérique. Et là, automatiquement, vous serez rédigé sur notre page Facebook et sur notre YouTube. Donc là, nous demandons aussi un grand merci à notre chère chef technicienne Aïssatou Ndiaye, vraiment qui était là.
depuis ces temps-ci et qui coordonne et qui a très bien coordonné et même qui était en charge de tout ce qui est visuel et autres. En tout cas, nous demandons à tout le monde quand même de remercier Aïssatou Ndiaye et toute l'équipe de Senom et aussi à encourager aussi les enseignants, les formateurs qui sont à Senom, qui donnent leur temps et aussi qui se donnent à fond pour permettre aux élèves de réussir. Donc, très sincèrement, merci beaucoup et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine fois. Et merci beaucoup à M. Mansour Sy Diagne et un grand merci à toute la population de Louga. Donc, aujourd'hui, c'était Louga à Okay, goodbye. Thank you. See you soon. Goodbye. Thank you very much and have a nice time. Thank you. Merci beaucoup à tout le monde.